Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Le terme de pervers narcissique est maintenant entré dans le langage courant, à tel point qu'à la moindre manipulation de notre partenaire, on va vite l'affubler de ce terme. Or, entre une séduction, une manipulation peut-être un peu exagérée, afin d'obtenir ce qu'on espère de son partenaire, et le vrai pervers narcissique, il y a bien sûr des différences essentielles, et c'est important de les comprendre. C'est avec Hélène Vecchiali qui va d'abord nous expliquer comment on reconnaît ce pervers ou cette perverse narcissique, parce qu'évidemment il y a aussi des femmes. Et puis on verra que dans une relation avec ce genre de personnes, mieux vaut fuir, parce que vous ne changerez pas un partenaire pervers narcissique. En revanche, quelqu'un d'un peu égocentrique, manipulateur ou même très narcissique, eh bien vous pourrez quand même peut-être améliorer la relation. Donc mieux vaut faire le bon diagnostic, et c'est ce que je vous propose de faire durant ces 2 heures avec Hélène Vecchiali. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour témoigner si vous avez l'impression que votre partenaire est peut-être un petit peu, enfin en tout cas n'est pas tout à fait aussi bien que vous l'aviez imaginé en le rencontrant, parce qu'évidemment quand on les rencontre, les pervers narcissiques, c'est comme les escrocs, hein. Sinon on n'accepterait pas de s'engager avec eux. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Hélène Vecchiali. Bonjour Brigitte. Alors vous avez été sans doute une des premières à écrire sur les pervers. C'était Mettre les pervers, échecs et maths, chez Marabout. Donc c'est un livre qui remonte déjà à plus de 15 ans, je crois. Non, peut-être pas. Oh, si, je sais pas. Enfin, en tout cas, au moins 10 ans. J'ai pas d'idée, moi. Vous réfléchirez pendant la prochaine pause. 8-9 ans, je dirais. Bon, enfin, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, ça fait. Je crois qu'on n'a jamais tellement abordé ce sujet avec vous. Si, une fois, je crois. Bon, en tout cas, on va l'aborder aujourd'hui, parce que chaque auteur qui a écrit sur les pervers narcissiques a une vision un peu différente, mais c'est normal, hein, on est tous différents. Et déjà, j'aimerais bien que vous me donniez peut-être pas la définition, parce que c'est difficile de donner la définition, mais qu'est-ce que vous diriez c'est qui un pervers narcissique? Eh bien, ce qui est important de savoir, c'est que c'est quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans on va pas le plaindre. Quelqu'un qui a des défauts. Non, mais c'est pas quelqu'un qui a des défauts, qui est pas très clair, etc. Non, c'est quelqu'un qui est malade et qui est dans les structures. Je sais pas, parce qu'en même temps on peut pas le soigner. Oui, mais c'est un malade incurable. D'accord. Voilà. Donc un malade incurable qui est dans une structure psychologique qu'on appelle borderline. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, pour faire de façon synthétique et un peu grossière, c'est qu'il est à la limite entre les gens normaux et les gens qui sont plus dans la folie. Voilà. Et il a une peur bleue, inconsciente, de basculer chez les fous. Vraiment entre guillemets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique ? Eh bien, c'est une personne qui considère que l'autre est un objet et un objet à détruire. Voilà, c'est la définition la plus simple qui puisse exister, mais malheureusement la plus vraie. Alors, quand vous dites est un objet à détruire, vous voulez dire que c'est conscient, ça, chez lui, ou c'est inconscient ? Non, c'est spontané. Spontanément, chaque fois qu'il voit des êtres humains, eh bien, il voit des objets, et des objets qu'il veut absolument détruire psychologiquement pour en jouir. Sauf que c'est pas la bonne solution. Il choisit cette solution-là parce qu'il a que ça comme comportement à sa disposition. Et la jouissance n'est pas à la hauteur de ce qu'il attendait. Donc il faut recommencer, sans cesse recommencer. Et en général, il choisit des personnes qui sont plutôt des belles personnes, tant qu'à faire. Oui, on va pas choisir des mauvais objets. Voilà, si on prend la métaphore du vampire, il va pas prendre un sang putride. Donc en revanche, un sang champagnisé, c'est dur à dire ça. Un sang champagnisé, ça, alors là, ça vaut le coup, quoi. Donc il faut que ce soit des belles personnes, qui soient joyeuses, qui aient le goût du bonheur, qui soient vraiment pétillantes. Et son but, c'est de les éteindre à petit feu. Voilà, c'est de les éteindre à petit feu. Mais ces personnes-là ont une faille dans laquelle il va s'engouffrer, c'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui ont pas trop confiance en elles, et des personnes souvent qui veulent sauver l'autre.
Donc c'est génial, il se fait passer pour une victime, le pauvre malheureux, l'autre veut le sauver et hop, c'est parti, elle entre dans ses filets et là il y a toute une stratégie et tout un tas de techniques qui sont incroyablement mises au point et qui font tomber la victime. Et alors évidemment au début ils sont tout à fait sympathiques, attirants, séduisants. Bien sûr. Enfin... Alors c'est la phase qu'on appelle la lune de miel. Donc pendant cette phase-là, ils vont faire en sorte que tous les désirs de leur victime soient satisfaits et ils vont pousser plus loin le vice inconscient, c'est-à-dire qu'ils vont scanner la personne et percevoir des désirs inconscients que la personne elle-même ne connaît pas et qu'ils vont satisfaire. Donc il va y avoir un sentiment de complétude. J'ai dans mon livre, là, Mettre les pervers échecs et maths, dans mon livre, je cite une personne qui dit j'étais comme au buffet du Club Med. Il y avait tout à ma disposition et tout pour me satisfaire. C'était incroyable. Est-ce que ce sont des gens qui ont plutôt réussi dans la vie ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément. On leur prête une grande intelligence, ce qui est faux. Ils sont brillants parce qu'ils arrivent à s'approprier les idées des autres et à les mettre en avant. Donc plutôt opportunistes, etc. Oui. Et puis, mais dès qu'ils peuvent accéder à des postes de pouvoir, ça c'est intéressant parce que là, ils vont avoir multitude de personnes qui vont pouvoir manipuler. Et ce qui est plus grave, il y en a quand même pas énormément, mais il y en a pas mal chez les psychothérapeutes et les psychanalystes, parce que là, les victimes leur sont présentées sur un plateau. Évidemment. Alors, on dit qu'il y en a de plus en plus dans la société actuelle, des personnes avec des... Oui, je crois qu'il y en a de plus en plus, parce que effectivement, c'est des personnes... L'origine des pervers narcissiques, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient pervers? Donc, ce sont souvent des hommes, mais vous avez eu raison de le préciser, il y a aussi des femmes, mais ce sont souvent des hommes parce que jusqu'à aujourd'hui, ce sont les femmes qui accouchent d'enfants et que quand une femme accouche d'un garçon, une femme qui est pas forcément perverse mais qui est plutôt très narcissique et puis dans une souffrance identitaire, de voir quelle femme a engendré un petit garçon, eh bien, elle va s'en servir comme d'un phallus. C'est-à-dire, voilà, avec lui, je suis dans la toute-puissance et je vais m'approprier ce petit garçon-là et en faire ce que je veux. Et donc, le petit garçon... cette emprise qu'a la mère sur ce garçon va le rendre pervers narcissique. Oui, parce qu'il va découvrir dans ses premiers liens qu'un lien affectif, c'est dangereux et qu'il peut y perdre sa vie psychique. Et donc, sa meilleure défense, ça va être l'attaque. Donc, il va attaquer tous les autres liens. C'est ce que disent d'ailleurs certains thérapeutes, c'est que ça vient de l'enfance, oui. ce trait de pervers narcissique. Oui, tout à fait. D'où, encore une fois, la nécessité de protéger au maximum les enfants. Bien sûr. Maintenant, c'est compliqué parce que qui peut se rendre compte qu'un enfant est en danger dans une famille? Le père. Et c'est là où il y a un problème, c'est que souvent, ces mères abusives, qui sont incestuelles, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de passage à l'acte, mais elles vont s'approprier l'enfant comme s'il lui appartenait en tout et pour tout, eh bien, il n'y a pas de père qui vient séparer ça. Et dans mon livre, je cite l'exemple d'une femme qui racontait que son compagnon avait un père, donc, et que le père lui avait dit, mais pendant que ma femme le fait suer, on va être poli, eh bien, elle me laisse tranquille. Donc il avait laissé son fils se faire massacrer, comme ça pendant ce temps, sa femme ne l'embêtait pas lui. Évidemment, ce qui est évidemment pas terrible de la part d'un père. Alors on va évoquer tout ça bien sûr, mais la question aussi qu'on peut poser, est-ce que on peut être pervers narcissique à différents degrés? Est-ce qu'on est 100% ou est-ce qu'on peut l'être un petit peu? Non, je crois pas. Malheureusement, c'est un peu comme la couleur des yeux. C'est on l'est ou on l'est pas. Oui, voilà, parce que c'est un tel problème identitaire grave. C'est quelqu'un qui a une angoisse de vivre constante. C'est pour ça qu'il veut s'approprier des belles personnes. Donc il veut déverser sur elles. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est pas en relation avec ses émotions. Non, pas du tout. Évidemment. Pas du tout. D'ailleurs, il n'a pas d'émotion. C'est vraiment un vide absolu. C'est un gros vide identitaire. C'est un déni de tout. Un déni... de l'autre. Mais d'ailleurs, j'ai un invité qui m'avait dit un jour, et j'avais trouvé ça assez intéressant, le seul moment où il peut avoir des émotions, c'est quand il est dans la jouissance de faire souffrir l'autre. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Exactement.
exactement. C'est ces moments-là où là il y a un petit peu de vie. Voilà. Oui. Mais son objectif, c'est de s'approprier les belles qualités de l'autre et en échange de déverser en elle toute sa noirceur. Bon, heureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, on entend de plus en plus enfin en tout cas dans cette émission, de témoignages de gens qui pensent être avec des pervers narcissiques. C'est à mon avis pas toujours le cas. Oui. Comment on peut faire la différence? Enfin, on va le faire pendant ces 2 heures, bien sûr, mais est-ce que vous avez déjà comme ça un indice qui peut aider ceux qui nous écoutent? Oui, la différence, elle est que tous les gens qui sont manipulateurs, méchants, égocentriques, etc., sont des gens qui vont utiliser l'autre pour quelque chose, parce qu'ils ont un objectif. En revanche, le pervers narcissique, lui, il n'a pas d'autre objectif que d'utiliser l'autre pour le massacrer. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'un manipulateur va manipuler, par exemple, un collaborateur pour pouvoir lui piquer une idée ou pour pouvoir se mettre en avant par rapport au patron, etc. Tandis qu'un pervers narcissique, il manipule pas pour obtenir quelque chose, il manipule pour manipuler. C'est-à-dire c'est son but, lui. C'est pas un moyen, c'est un but. C'est toute la différence. Eh bien, on va en parler avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à témoigner, à nous raconter si vous êtes en couple ou si vous avez été en couple avec quelqu'un qui vous a manipulé. Et on verra avec Hélène Vecchiali, justement, quel est le degré, si on est réellement avec un pervers narcissique ou pas. Et ça aidera tous ceux qui nous écoutent. On a besoin de vos témoignages, parce que peut-être qu'actuellement, il y a des personnes qui sont en danger, qui sont avec quelqu'un qui est pervers narcissique et qui ne sont pas encore complètement... et qui ne sont pas encore complètement détruites, mais elles pourraient peut-être, grâce à votre témoignage, prendre conscience. Donc n'hésitez pas à nous appeler. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Hélène Vecchiali et nous allons mettre les pervers échecs et maths. Aujourd'hui, c'est le titre de votre livre aux éditions Marabout. Bonjour Marianne, merci de témoigner. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Hélène. Bonjour Marianne. Oui. Alors je peux pas dire que c'est pas un plaisir de témoigner puisque j'ai malheureusement été victime de ce genre de personnes, mais en tout cas si ça peut donner quelques indices à d'autres, c'est avec grand plaisir parce que quand on est dans leur griffes, c'est vraiment épouvantable. Vous n'êtes plus ensemble, vous avez réussi à partir, oui. Oh, ça n'a pas été sans mal puisque j'ai entendu parler de pervers narcissiques, j'avais jamais connu ça avant. J'avais été suivie pendant des années parce que j'étais de plus en plus mal. J'étais de plus en plus en dépression. J'étais vous voulez dire que vous étiez suivie par un psychologue. Un psychologue et à aucun moment il a mis éventuellement un mot sur... C'est surprenant quand même ça. C'est-à-dire que c'était il y a quand même maintenant déjà entre 15 et 20 ans. Et j'étais suivie dans une ville où il était extrêmement connu. Je ne parlais absolument jamais de lui. Je détournais sans cesse les problèmes qui m'envahissaient. Je mettais la lumière sur des choses réelles, mais pas lui, ayant trop peur que ça puisse lui retomber dans les oreilles. Et même auprès de votre psy? Ah oui. Enfin bon, voilà. C'était, en tout cas, j'en avais peur de cela. Et puis un jour, on a déménagé. On est allé dans une grande ville, très loin de tout l'environnement dans lequel on était habitué. Et c'est pas pour autant que c'était plus simple pour moi, mais j'étais en un an de temps, j'ai sombré encore plus. De toute façon, ça ne s'arrête jamais avec eux, c'est toujours de plus en plus. Et là, en urgence, j'ai été envoyée auprès d'un psychiatre. Et à la première séance, le psychiatre avait déjà mis un doigt sur ce que j'étais, en me posant une question pour la séance suivante. Et quand je l'ai quitté, je me suis dit, c'est pas possible, il a vu tout ce que je lui ai pas dit. C'était quoi la question? Alors, la question peut paraître bizarre comme ça. Je lui ai raconté ce que je disais toujours avant, à d'autres personnes, les sources de mon malheur, mon enfance, etc. Et il me dit, bon, alors, j'ai tout pris, j'ai tout entendu ce que vous m'avez dit, mais ce que je voudrais que vous réfléchissiez, ce sur quoi je voudrais que vous réfléchissiez la prochaine fois, c'est, et vous, votre vie de femme? Et là, je me suis dit, mais jamais j'ai évoqué mon mari. Jamais je l'ai nommé, jamais rien. Et il me pose une question qui finalement est essentielle. Et à la deuxième séance, je me suis autorisée à lui dire 2-3 petites choses, mais avec beaucoup de retenue, parce que je trouvais que c'était tellement fou ce que je vivais. Je me disais, on ne me croira jamais.
Et à l'issue de cette seconde séance, enfin cette deuxième séance, puisqu'il y en a eu plusieurs derrière, il m'a dit, oh là là, il semblerait que vous soyez avec un pervers narcissique. Pour être très franche, c'est en 2013. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et toujours avec la même franchise. Pourtant, je vous assure qu'en 2013, déjà, j'en parlais, moi. Hein. Oui. Ah ben ouais, malheureusement, c'était à cette période-là que j'ai commencé à écouter vos émissions. Grâce à lui, parce qu'il me montrait que j'étais tellement nulle que voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, mais du coup, depuis, j'ai toujours continué à vous écouter avec grand plaisir quotidiennement sur l'ancienne radio et la nouvelle là. Mais je le dis avec le sourire parce que lui, c'était pas du tout dans une bonne intention. Enfin, toujours est-il, sincèrement, je n'avais jamais entendu parler de cette problématique-là, parce que je croyais que mon état venait de moi. Mais donc vous étiez avec lui avec cet homme depuis longtemps déjà. Alors en 2013, ça faisait 23 ans. Vous avez eu des enfants? Oh oui, 4. Ça a été un drame aussi parce que en le quittant, j'ai tout perdu. Bien sûr, il s'est débrouillé pour que vous perdiez tout. Tout à fait, au point que même un de mes enfants a fait une tentative de suicide, il les a poussés. Il y en a une que je ne vois toujours pas. Elle va avoir 32 ans, je ne la vois toujours pas. J'ai vécu l'enfer en étant mariée. J'ai vécu une deuxième zone d'enfer par le divorce. Oui. Vraiment. Et je pense que des exemples dont je pourrais vous parler quand on vivait ensemble, déjà il a commencé par des choses insidieuses. Bon, la violence physique, ils sont assez forts pour ça, sans laisser une marque, bien sûr. C'est toujours des choses qui ne laissent aucune trace. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est même assez rare chez les pervers narcissiques, parce que les violences sont plus psychologiques, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Mais bon, c'était voilà. Mais il y a eu au début, parce qu'il est venu vivre chez moi, il me déplaçait des affaires. Et quand je retrouvais pas, il me disait mais si, c'est toi qui les as changées. Et petit à petit, je me disais c'est pas possible. Ce qui ne m'arrivait pas avant, j'avais l'impression de perdre un peu la tête. J'étais jeune, je me disais c'est pas possible. Et ça me mettait aussi en colère contre moi-même. Ça me mettait dans un état de nervosité, à perdre du temps et à me dire mais qu'est-ce que je deviens. Rendre l'autre fou, c'est vraiment un des projets. Rendre l'autre fou. Oui. Et puis, alors il était très boudeur, par exemple. Pour un détail, il ne me parlait plus. Et j'avais beau revenir, j'ai testé 50 000 choses de toute façon avec lui. Et au bout d'un moment, alors ça pouvait être une demi-journée, une journée, 3 jours, c'était très variable, une semaine, le plus quand on était dans notre première ville. Et il revenait, puis il me disait, tu vois, je suis obligée de revenir parce que toi tu reviens jamais. Ouais, c'est toujours vous la coupable de toute façon. Oui. Mais oui. Et je suppose qu'il avait fait le vide aussi autour de vous. Ah oui. Mais ils sont très forts. Et un des points que mais quand vous l'avez rencontré, vous l'aviez trouvé séduisant, j'imagine. Alors moi j'étais dans un contexte un petit peu particulier d'un endroit religieux où il y avait un peu un groupe, un effet de groupe et c'était un peu particulier. Du coup j'avais bien identifié 2-3 petites choses, même si je le connaissais pas beaucoup. Mais on m'a dit oh non t'inquiète ça va aller. Oui ça a été que ça n'a pas été parce que justement un des points qui est fort je trouve c'est qu'il mente énormément et il mente tellement bien. Ils sont des experts dans le mensonge que moi, quand je l'ai quitté en 2014, sincèrement, je lui aurais donné 2-3 qualités, c'est-à-dire qu'il travaillait beaucoup, évidemment, comme ça il n'était pas à la maison et moi je faisais tout le travail. Et puis il se mettait en lumière, parce que c'était son truc, il met beaucoup en lumière par son métier. Il ne disait jamais de mots grossiers, non, il les faisait dire aux autres, et moi en premier, ce qui nous pousse tellement à bout, qui nous rend... Bien sûr. Voilà. Et je disais, c'est quelqu'un qui n'a jamais menti. Et en fait, en le quittant, j'ai découvert... Ils ne font que ça. Mais ils ne font que ça. Mais ils le font tellement bien qu'en vivant avec eux, on ne s'en rend même pas compte. Oui. En tout cas, vous décrivez bien la caractéristique du pervers narcissique. Avec Marianne, on n'a pas de doute sur... Oui. Et grâce à ce psychiatre, donc, vous avez pu prendre conscience qu'il fallait que vous sauviez.
Ah ben, il n'y avait pas d'autre solution. Mais bien sûr. Oui, Ça a été terrible, hein, parce que On gagne jamais contre eux. On gagne jamais. Il faut non. partir. Il faut partir. Alors, je suis partie. Les 2 procédures de divorce, parce qu'on m'a quand même annulé la première procédure au bout de 4 ans et demi. Là aussi, hein, il a utilisé la justice contre moi. Hein. Bien sûr. Donc, les 2 procédures ont duré presque 7 ans. Vous voyez, donc ça a quand même, là, je vous dis pas tous les travers que ça a pu générer. Et j'ai fui l'endroit où je vivais pour pouvoir avoir le divorce. Et vous me croirez si vous voulez, ça paraît tellement hors de sens. On a divorcé en novembre. En décembre, il se remettait avec quelqu'un. En juillet, il était marié. Donc très très vite, en quelques mois, il s'est remis, il a été remarié avec quelqu'un d'autre. Là, il change d'objet facilement, bien sûr. Oui. Ouais. Écoutez, Marianne, merci de ce témoignage. Merci, on Marianne. est réellement là dans l'exemple type du pervers narcissique. Donc, on démarre l'émission évidemment avec beaucoup de sympathie et de bon courage, Marianne, parce que c'est vrai que là, vous avez divorcé, mais en effet, si vous voyez plus vos enfants, vous en payez le prix fort. On va faire une petite pause. On retrouve notre Sexy News, Soisic Belin aujourd'hui. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hélène Vecchialing, nous accueillons Soisic Belin. Bonjour Soisic. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Soisic. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur le livre du journaliste Mathieu Palin, Nos pères, nos frères, nos amis, aux éditions des Arènes, qui parle des violences faites aux femmes. Alors selon l'Observatoire des violences faites aux femmes... C'est intéressant, c'est donc un homme qui évoque les violences faites aux femmes. Oui, c'est intéressant. C'est pour ça que je l'ai choisi lui, alors qu'il y a quand même pas mal d'autres livres sur le sujet. Donc les chiffres nous sont donnés par l'Observatoire des violences faites aux femmes. En 2021, 122 femmes sont tuées par leur partenaire, 23 hommes sont tués par leur partenaire, eux, et 14 enfants sont tués par Alors, sur les 23 hommes, il y en a peut-être qui sont gays. Hein. C'est peut-être pas que des femmes qui ont tué les 23 hommes. Il n'y a pas de précision, effectivement. Oui, mais je pense que c'est important. Enfin, encore une fois, il y a des femmes qui tuent leurs conjoints. Légitime défense aussi. Je suis pas en train de... Mais il est fort probable que sur les 23, ce ne soit pas que 23 femmes. Enfin, je sais pas. Hein, je ne m'avancerai pas là-dessus. Je ne peux rien. Enfin, je n'ai pas effectivement creusé le sujet. Enfin, de toute façon, on voit la différence entre 22 et 23. Quand même une force physique aussi, donc de fait, dès le départ, il y a une différence. Des livres sur le sujet, comme je vous le disais, effectivement, il en pullule, c'est bien normal, on est dans l'ère de la dénonciation, dans l'ère de la conscience, du changement. On veut déconstruire les schémas et parfois, on ne veut pas seulement accuser, dénoncer, mais aussi comprendre ce qui se cache derrière ces violences domestiques, ces drames qui ont souvent lieu à l'intérieur même du foyer, un lieu qui devrait pourtant respirer la tranquillité, l'apaisement, le bien-être. Si dans ce lieu privé, dans ce cocon, vous n'êtes plus en sécurité, c'est la fin d'un apaisement physique et psychique. Et c'est ce que l'on a notamment pu constater lors des confinements où les violences conjugales ont été médiatisées, les violences au sein du foyer. Sur les enfants aussi. Oui, voilà, c'est ça, qui implique aussi donc les enfants. Même si on pense réussir à les préserver, ces derniers ne sont pas touchés physiquement, mais ce n'est pas anodin de voir sa mère se faire battre, maltraiter, de voir son père hors de lui, hors de contrôle. Alors ici, Mathieu va interroger ces foyers qui sont des lieux de tension. Il raconte, dans le style très actuel que l'on nomme littérature du réel, un entre-deux mêlant écriture romanesque et journalisme d'investigation, son incursion dans cet univers de la violence que l'on portraitise parfois à gros traits, très manichéen, en désignant le coupable et la victime. Il ne fait pas l'impasse ici sur ceux que l'on nomme les bourreaux, qui sont aussi des victimes. Alors attention, je m'explique, je pèse mes mots. C'est important pour comprendre les mécanismes en jeu. Ces hommes sont aussi leurs propres victimes. Alors je vais me faire huer, évidemment, mais c'est parce que le terme victime est mal interprété ou dévoyé. Il est tout de suite associé à de la compassion, des larmoiements. Mais on ne naît pas violent. On le devient pour différentes raisons, à cause de différents contextes. Je ne me fais pas ici l'avocate du diable, pardon. J'essaie juste de décortiquer les schémas que l'on a en tête, et c'est ce que fait le journaliste-auteur en se rendant dans des groupes de discussion d'hommes accusés par la justice qui suivent des stages de responsabilisation à la violence, des hommes doublement bourreaux, donc de leurs proches, mais aussi d'eux-mêmes, puisqu'ils répètent inlassablement le même schéma. La réponse à leur frustration est la violence, la réponse à leur peur est la violence. La violence peut même se cacher dans une anticipation, l'angoisse d'être trompé, d'être pris pour un con, par exemple. Cette violence est une réponse à des angoisses, elle est instinctive et elle doit d'abord se constater. Ils doivent en prendre conscience pour pouvoir travailler dessus. Mathieu interroge l'enfance, Mathieu c'est le journaliste, donc le parcours, le contexte qui mène au scènes de violence. L'éducation y est pour beaucoup, apprendre à parler, à s'exprimer, à mettre des mots sur ses ressentis, évite de passer par les coups. Il le dit, ces générations où la violence était admise dans la famille est coupable de ces schémas. Il faut donc reconstruire, et la justice aussi a son rôle, celui de pénétrer les sphères privées et faire de ces sujets des questions sociétales.
Alors j'ai posé à Mathieu la question de la fatalité qui revient souvent chez des petits garçons notamment qui ont peur de reproduire ensuite à l'âge adulte et donc de devenir des récidivistes. Qu'en est-il? On l'écoute. Quand je suis arrivé dans ce groupe, la première surprise, ça a été de voir que ces hommes condamnés qui, pour certains, étaient multirécidivistes et qui presque tous sortaient de prison, étaient quand même face à une incapacité à pouvoir dire « oui, j'ai frappé ma femme, oui, j'ai un problème, et si je suis ici, c'est pour essayer de le résoudre ». Le déni était comme presque une colonne vertébrale autour de laquelle ils avaient agrégé tout leur discours. Et j'avais l'impression qu'accepter de dire c'est vrai, j'ai un problème, c'était potentiellement accepter de s'effondrer. Et je pense que c'est aussi une manière de continuer à pouvoir se regarder dans la glace, de dire je l'ai pas fait, plus on le répète, plus on y croit. Je suis pas très optimiste sur les toutes prochaines années, mais il y a quand même un contexte qui permet une prise de conscience, déjà de mecs comme moi, mais aussi des gars qui sont concernés directement par la violence conjugale et qui peut-être se posaient pas forcément la question. C'est le cas notamment dans le livre d'un personnage comme Franck, qui dit moi je savais même pas que c'était problématique de battre sa femme parce que mon père, ma mère, il l'a tapé le matin, il l'a tapé le midi, il l'a tapé à 4 heures, il l'a tapé le soir. Et en fait, l'évolution de la société, le fait que la norme ait bougé et qu'aujourd'hui la justice dise en fait ces histoires, c'est pas juste des histoires de famille, c'est des histoires qui nous concernent et on va rentrer dans les familles pour les trancher. C'est très juste ce qu'il dit Hélène Vicali, c'est tout à fait intéressant. Mais je pense que tant qu'on ne comprendra pas que c'est à l'école et à la petite école, l'école primaire, qu'il faut faire passer les informations aux enfants, on n'avancera pas. C'est pas. Moi, j'ai un ami ancien commissaire qui travaille avec justement des hommes violents et il me dit sur les 10, il y en a à peine 2 qui sont capables de comprendre et de changer. Oui, vous avez raison, Brigitte, à l'école et à la maison, mais à l'école, à la maison, quand les parents frappent, c'est sûr que. Mais à l'école, moi, dans mon avant-dernier livre, là, Le silence des femmes, je raconte qu'un ami architecte qui a fait beaucoup de sport collectif me disait, parce que j'ai interviewé des hommes en disant qu'est-ce que ça serait comme solution pour ces violences faites aux femmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et il me dit mais peut-être déjà apprendre aux petits garçons à perdre. C'est-à-dire quand ils font des jeux collectifs ou des jeux individuels au tennis, au rugby, etc., leur apprendre à perdre. Et ce qui fait qu'ensuite, quand une fille va leur dire non, ils vont accepter de le prendre en compte parce qu'ils auront compris qu'on peut perdre. Et ça, c'est la frustration et le lâcher prise. C'est vraiment quelque chose d'important, ça. Ouais, non, effectivement, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Au moins la société en parle de plus en plus parce que ça fait très longtemps que la violence faite aux femmes est interdite, mais on en parlait finalement très peu. Et aujourd'hui, c'est vrai que le discours médiatique fait bouger quand même, je pense, les choses. Mais on voit bien ces hommes qui sont dans le déni finalement. Oui, et il le dit, c'est ce qui leur permet de tenir. En tout cas, son livre donne la parole aussi aux femmes, pas qu'aux hommes, à celles qui organisent des ateliers, à celles comme Ghana Atem-Ganzer, la fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Il y a aussi un personnage féminin qui est le fil rouge, qui s'interroge sur sa propre violence en tant que femme, sur son schéma d'entretien de la violence qu'elle a vécu enfant avec son père. Et vous l'aurez compris, donc si vous devez choisir des livres, il y en a quand même pas mal sur le sujet. Donc je vous parlais de celui-ci, Mathieu Barin, qui est très intéressant, et un autre par une femme, une journaliste qui est quand même assez experte sur le sujet, je dirais pas assez experte sur le sujet, Lorraine Descartes, qui vient de publier un livre au Seuil qui s'appelle Nos absentes, et elle aussi interroge les hommes. Et c'est important de ne pas donner que la parole aux femmes sur ce sujet. Je pense que c'est pour ça que je parlais de la question de victime, du titre de victime. Oui, bien sûr. Et puis il faut aussi toujours rappeler qu'on n'est pas victime, on n'est pas un sujet victime, on est un sujet qui subit des choses qui la rendent par moments victime, mais on reste un sujet. Il faut sortir justement aussi de ce terme victime qu'on met un peu trop à toutes les sauces. En tout cas, sujet passionnant. Je vous conseille ce livre. Nos frères
Nos pères, nos frères, nos amis, aux arènes. Éditions Les Arènes. Alors justement, puisqu'on parle de livres, et aujourd'hui c'est un livre qui vient de sortir sur aussi les pervers narcissiques, c'est Anne-Clotilde Ziegler qui en est l'auteur. Pourquoi suis-je restée? C'est aux éditions Solar. Alors c'est un livre tout à fait différent du vôtre, Hélène Vecchiali, parce que là en fait elle explique pourquoi les femmes, surtout les femmes d'ailleurs, restent, et ça peut peut-être aider certaines personnes. Voilà, c'est le lien qui se crée entre le pervers et cette femme. Et c'est ce qui est vraiment intéressant quand on parle de ces phénomènes d'emprise entre un pervers et sa proie, c'est que le plus dépendant des deux n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire que c'est pas la victime qui est dépendante du pervers, c'est le pervers, parce que sans sa victime, il meurt. Je reprends la métaphore du vampire. Si tout d'un coup vous privez un vampire de sang, il peut plus survivre, quoi. Donc le pervers, sans sa victime, il tient plus debout. Et il y a beaucoup de victimes qui, ayant entendu ça ou ayant lu mon livre, m'ont contacté en me disant « mais je viens de réaliser que sans moi, il n'est plus rien ». Et ça redonne de la force aux victimes, de se rendre compte que c'est pas elles qui sont dépendantes. Elles sont juste sous emprise dans les filets de quelqu'un qui veut les détruire. Mais lui, il a besoin impératif. Les victimes, elles peuvent vivre sans le pervers. Eux, non. Bon, et ben voilà. Merci en tout cas, Soisig Bellin. Merci beaucoup. On continue avec Paul qui va répondre à 3 questions intimes et qui pourra en poser une ensuite à Hélène. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Hélène, bonjour Brigitte. Alors, merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Alors, puisqu'on parle de manipulation, Paul, est-ce que vous êtes un grand séducteur ou est-ce que vous êtes pas toujours très très doué pour arriver à vos fins quand vous rencontrez une femme qui vous plaît? Non, j'ai pas dit manipulateur, j'ai dit séducteur. Oui, ce n'est pas un terme négatif dans ma bouche. Plutôt dans la séduction, oui. Oui. Et vous êtes assez... Vous arrivez à... Oui. Bravo. Globalement, oui. Mais bon, même si il peut m'arriver de commettre quelques maladresses ou d'être... Peut-être parfois, il y a la question de l'honnêteté qui prend le dessus et c'est pas toujours bon à entendre, mais... Et c'est-à-dire que vous n'aimez pas entendre qu'une femme vous dise non, désolé. Non, c'est moi qui suis... Vous êtes trop honnête pour être manipulateur et menteur, c'est ça? Peut-être, des fois. C'est bien, attendez, c'est la séduction. Surtout ne changez pas. Non, la séduction, elle s'arrête à la manipulation. À partir du moment où on commence à mentir, etc., c'est plus de la séduction, c'est de la manipulation. Voilà. C'est ça. Donc vous êtes un bon séducteur, c'est bien. Deuxième question. Écoutez, oui, je vais commencer à offrir des médailles, c'est bien. Ou un bon point, comme à l'école. Des bons points, et au bout de 7 bons poins, vous avez droit à un déjeuner avec Brigitte. Dis donc, je vais pas être souvent, libre pour déjeuner avec vous, Hélène. Je suis dans les starting blocks, là. Alors, deuxième question. Est-ce que, en cas d'infidélité, vous quittez ou vous pardonnez? Ça demande réflexion. Oui, j'ai jamais été confronté à ça, mais ceci dit, j'ai un peu réfléchi. Que vous sachiez. Ouais. Pardon? Non, j'ai rien dit. Que vous sachiez, oui, effectivement. Oui. D'ailleurs, faut peut-être mieux pas savoir, mais j'ai envie de dire non, je cherche à réfléchir pourquoi et. Bon, vous êtes capable éventuellement de pardonner. Et dernière question, votre première fois, c'était bien ou pas? Parce que je pose souvent cette question aux femmes, il faut la poser aussi aux hommes. C'était bien votre première fois, votre toute première fois? Oui. Oui, c'est un homme. Oui, c'est un beau souvenir, oui. C'est un beau souvenir, oui. Mais encore? Mon Dieu, enfin... qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Oui, c'est une expression. Bon. C'était pas une première fois complète, si vous voulez, mais c'est la première fois où c'est-à-dire je n'ai pas eu c'est pas un acte sexuel complet, mais un acte de tendresse fort. J'aime bien que vous me disiez ça, parce qu'on a toujours tendance à considérer que la première fois, c'est quand il y a eu pénétration. Non, première fois, c'est la première fois où il y a eu quelque chose de vraiment fort avec quelqu'un. Oui.
Oui, c'est ça. Et c'était sous une tente l'été, dans un camping, avec une fille que je n'ai jamais revue de ma vie. Mais qui vous a marqué. Ah oui. Et je pense aussi que j'ai dû la marquer. J'espère. Bah, sûrement. Qui est longtemps, là. Je lance un appel, non. Bon, eh ben, écoutez, vous avez bien répondu. Vous avez le droit de poser une question à Hélène. Elle vous écoute. Alors, je vous écoute. En fait, le sujet du jour, je suis pas trop, j'ai jamais été confronté à ça, ou alors je ne sais pas, c'est pas quelque chose qui me, à vrai dire, qui me touche parce que je n'ai pas été confronté. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est la question de la relation des hommes et des femmes et de cette puissance que l'homme a depuis des siècles sur la femme. Et je voudrais faire le lien avec aussi le thème de l'émission globale de Brigitte, c'est la sexualité. Quelle est, dans ce rapport homme-femme, et parfois de la violence qui en ressort, qu'elle soit verbale ou autre, ou de l'exigence même déjà, quel est le poids de la sexualité? Parce que finalement, j'ai l'impression que par un certain côté, la sexualité, le rapport dans la sexualité, c'est parfois et bien souvent chez l'homme et peut-être aussi chez la femme, de libérer des tensions qui existent au fond de soi, et une fois que ces tensions sont libérées, tout peut aller bien. Et parfois, l'homme est dans cette exigence-là, je pense, et la femme n'y répond pas ou ne souhaite pas y répondre parce qu'elle ne sait pas le lire chez l'homme. Elle ne voit pas cette chose-là, c'est simplement une libération qu'elle pourrait aider à faire. Et que pensez-vous de cette idée-là, et comment pourrait-on la creuser dans les relations hommes-femmes pour améliorer la relation finalement? Alors, je pense que sans doute, il y a toujours des exceptions, hein. Sans doute, il y a une différence entre les hommes et les femmes dans la sexualité. Je crois que les femmes ont du désir et que, effectivement, la relation sexuelle va satisfaire leur désir et leur amour pour cet homme et de fait libérer les tensions. Peut-être que pour les hommes, ça peut être exactement la même chose, mais j'entends aussi que il y a une tension supplémentaire que les femmes n'ont pas forcément. Alors la spécialiste dans le domaine, c'est plus Brigitte que moi, donc je vais lui passer la parole après, mais je crois que effectivement des hommes peuvent être sous testostérone avec des tensions et la nécessité de libérer ces tensions, et également du désir et de libérer cette tension dans la relation sexuelle. Mais pour les femmes, j'ai l'impression que c'est pas du même ordre et que c'est plutôt l'inverse. Bah, je reste sur ce que vous avez dit, Hélène. Je crois que c'est assez juste. Hein. Paul, voilà la réponse de. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Si vous voulez témoigner également sur la perversion narcissique, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Hélène Bécali qui est avec nous, psychanalyste, auteur de nombreux livres, mais aujourd'hui évidemment on parle de Mettre les pervers échecs et maths aux éditions Marabout, puisqu'on parle de la perversité narcissique. Bonjour Francis. Bonjour. Bonjour Francis. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Pardon. Mais je vous en prie, Francis. Donc vous êtes tombé sur différentes femmes qui avaient des comportements que vous aimeriez mieux comprendre, hein, c'est bien ça? Ben, c'est ça. Bon, moi je suis divorcé depuis 90. Depuis quelques temps, c'est récurrent. Je tombe effectivement sur des personnes qui étaient bizarres, qui étaient... Ouais, on me disait qu'elles étaient pervers narcissiques, mais je ne le croyais pas trop. Mais chaque fois, c'était le même problème c'était récurrent. Et à un moment donné, bon, j'ai culpabilisé, j'ai dit, bon, sûrement il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi, il faut que tu consultes, que tu en parles à un professionnel de santé. C'était quoi ce comportement Ben, c'était le comportement, l'entretien avec une communication floue, l'échange fréquemment d'opinions, des mensonges,
preuve de jalousie, d'inverser la situation sur quelque chose qui était véridique, mais elle renversait la vapeur sur vous. Il y avait des... Alors, pour cette première personne comme sur les autres, c'était récurrent, mais en plus, moi, je les attire parce que, bon, finalement, je suis dans l'empathie. Bon, conclusion, j'ai rencontré une psycho où je lui ai expliqué ce qui m'arrivait parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait pour moi. Je voulais comprendre pour voir si ça venait de moi ou si c'est mon état général ou ma façon de faire qui faisait que. Et bon, la psycho notait effectivement tout ce que je lui disais. Elle m'a dit, mais écoutez, Francis, vous êtes tombé sur une pervers narcissique, manipulatrice. Il vous faut, n'insistez pas, il vous faut fuir. Alors bon, moi, comme cette personne-là, c'était la dernière surtout, je voulais rester avec elle pour essayer d'arrondir les angles, essayer de rencontrer avec elle une professionnelle pour essayer de dialoguer un peu, pour essayer de trouver une solution pour justement pouvoir continuer. Bon, elle n'a pas voulu, et puis voilà. Et puis, c'était la personne qui tout d'un coup vous disait « Mais tu comprends maintenant pourquoi je suis seule ?» avec un ton comme ça. Donc... Est-ce que ces femmes vous dénigrez, vous diffamez, vous isolez? Non, je suis musicien. Le problème, le contraire, c'est que oui, alors t'es beau, t'es beau. Sans intention aucune, tu chantes, tu plais. Alors il y avait une forme de jalousie et il y avait aussi... Parce que, vous savez, Francis, il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui, et pas que des femmes, hein, qui sont, on va dire, borderline, pour utiliser aussi un terme très à la mode. Oui. Oui, ce que vous décrivez, c'est des femmes qui ont des problématiques à l'évidence, hein, qui ont des problématiques identitaires et narcissiques et qui sont mal dans leur peau et qui sont jalouses ou trop orgueilleuses pour reconnaître qu'elles se sont trompées. Donc ça, je l'entends bien. En revanche, quelqu'un qui est pervers narcissique, c'est quelqu'un qui veut vous tuer psychologiquement. Donc on n'est pas, si vous voulez, juste dans les mensonges, la jalousie, la manipulation. On est dans quelque chose. C'est pas un conflit avec un pervers narcissique. C'est un crime. Elles veulent vous détruire. Elles veulent vous accaparer. Elles veulent vous changer et en même temps, on sent qu'on est plus soi-même. Francis, une vraie perverse narcissique, dans un premier temps, elle vous voit comme un dieu et elle est tellement aimable et tellement séduisante que vous tombez dans ses bras. Hein. Mais tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais au départ, que ce soit avec Pierre-Jacques Roupon, avec toutes les personnes qui ont fait que, tout se passait. Au départ, c'était parfait. C'est au fur et à mesure, en fait, on ne s'aperçoit pas au départ qu'on a affaire à une pervers narcissique. C'est au fur et à mesure que vous commencez à la connaître ou que vous commencez à voir sa réaction, que vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme vous n'êtes pas habitué à ce genre de personnage, à un moment donné... Oui, vous avez raison. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est évident que ces femmes-là vous ont fait souffrir et que c'est évident que vous êtes quelqu'un de bon, de généreux, d'attentionné et qu'elles se sont mal comportées avec vous. Mais je crois que ce qui est vraiment important pour vous, pour bien faire la différence, c'est qu'il me semble que ce ne sont pas des perverses narcissiques. Les perverses narcissiques, ce sont des femmes qui vont vous isoler de tout le monde et qui vont avoir pour objectif que vous alliez vous suicider parce qu'elles vous auront tellement détruit, tellement malmené, diffamé, tellement inventé de choses, tellement dit de choses horribles que vous n'allez pas vous en remettre. Or, vous me dites non, elles étaient simplement ou jalouses ou menteuses ou elles reconnaissaient pas leur tort. Vous voyez la différence ? C'est des femmes qui étaient sans doute manipulatrices, mais pas des perverses narcissiques. Parce que je le répète, la perversité narcissique, c'est un crime, c'est un délit. C'est pas juste je suis en conflit avec ma femme. Ouais, c'est quand même un trouble de la personnalité. Oui. Ah, bien je sûr. dis pas que les femmes que vous avez rencontrées n'avaient pas un trouble de la personnalité. Au contraire, je dis elles avaient un trouble de la personnalité. Et vous avez eu raison de ne pas, vous avez eu raison de pas rester. De pas rester, bien évidemment, et que votre gentillesse est pas à mettre en cause. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui est dans le mal-être et quelqu'un qui est pervers narcissique, où là, c'est vraiment des vipères qui veulent vous tuer. Vous voyez la différence ? Bon, en plus, c'était une personne qui prenait en cachette des antidépresseurs
qui à un moment donné se cachait pour les prendre, comme il n'y avait pas lieu, je ne comprends pas de se cacher. Et puis à un moment donné, bon, j'ai vu ce qu'elle prenait, et qu'elle m'a dit, mais pourquoi tu prends les médicaments? Elle m'a dit, pourquoi tu fouilles? J'ai dit, je fouille pas, mais je m'aperçois que chaque fois que tu prends des médicaments. Donc je m'étais aperçu effectivement que le médicament qu'elle prenait, je l'avais pris note quand j'avais été voir mon médecin. Il me dit, stop. Je me dis, attendez Francis, qu'est-ce que vous voulez? Il est hors de question que vous preniez ça ou que vous me demandiez, je sais pas pourquoi vous me posez la question, mais je voulais savoir exactement pourquoi elle prenait ça. Et elle prenait ça effectivement depuis très très longtemps. Non, mais c'est surtout le fait qu'elle me dise, tu comprends maintenant pourquoi je reste seule. Mais oui, elle risque de rester seule encore longtemps. Oui, et vous avez eu raison. Pas bien. Et vous avez eu raison de vous sauver, parce que de toute façon, on ne peut pas sauver quelqu'un malgré elle. Oui. Merci Francis, en tout cas, de votre témoignage. Et on voit, même les psys, puisque son psy a mis l'étiquette tout de suite, ont tendance à mettre un peu trop vite l'étiquette sur pervers narcissique. Et c'est dommage, parce que du coup, ça permet pas de comprendre ce que c'est que la relation à l'autre, parce qu'une relation avec un pervers narcissique, il n'y a pas de relation à l'autre. Non. Non. En effet. Alors, la petite devinette du jour, Hélène Vecchiali, avant les infos, quelle est la différence entre la beauté extérieure et intérieure chez une femme? C'est important, c'est chez une femme, c'est l'intérêt de cette devinette. Vous aurez la réponse après les infos. Et nous sommes avec Hélène Vecchiali, nous évoquons les pervers narcissiques, à ne pas confondre avec beaucoup de gens qui sont en effet égocentriques, manipulateurs, narcissiques, harceleurs, connards quoi. Connasses aussi d'ailleurs. Je ne mets pas je mets tout le monde dans le même sac. Bref, on va donner la parole à Adèle dans un instant, mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre la beauté extérieure et intérieure chez une femme? Il n'y a pas de différence, elles sont aussi belles à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bah si, parce qu'on n'a jamais vu un homme se retourner dans la rue sur une femme à la beauté intérieure. Ah oui. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence. Mais ils ont parfois tort, parce que c'est pas parce qu'elle est belle extérieurement qu'elle est belle intérieurement. Et oui, c'est toute la différence. Bonjour Adèle. Bonjour. Bonjour Adèle. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien Adèle. Voilà, je vous remercie de prendre le temps de discuter à propos de ce sujet, parce que c'est un sujet important. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de lire un article dans le Nouvel Obs où il disait que 30% de la population était touchée, je ne sais pas si c'est le mot, par cette problématique de la perversion narcissique. 30%? Oui, les statistiques disent 10%. Oui, ça me paraît beaucoup, 30%, oui. Enfin, 10%, c'est déjà beaucoup. Sachant évidemment qu'un pervers narcissique va avoir plusieurs victimes, évidemment. Oui. Bref. Et vous, voilà. vous avez été victime? Oui, alors moi j'ai commencé toute petite par être victime, puisque j'ai eu un père qui était pervers narcissique. Je ne le savais pas, bien évidemment, quand j'étais à la maison, quand j'étais chez mes parents. Et c'est logique, comme j'avais intégré le schéma, mon ex-mari était pervers narcissique. Je suis restée avec lui 25 ans. La fin a été horrible. Oui. Mais on va essayer de comprendre déjà. Votre mère, elle vous a protégé un peu, ou elle était vraiment très non, ma mère, elle était sous l'emprise de mon père, mais la perversion narcissique dans ma famille, c'est une tradition, parce que, alors je sais pas si mon grand-père maternel était pervers narcissique, mais il était très violent. Cela étant dit, Hélène Vecchiali, on voit souvent des pervers narcissiques qui sont issus de parents pervers narcissiques, forcément. Oui. C'est pas toujours le cas, mais effectivement. Et puis après, vous le décrivez bien. Vous avez vécu une répétition, c'est-à-dire, et vous l'avez bien analysé en disant, je connaissais ça, donc quand j'ai rencontré mon ex-mari, c'était familier pour moi. Ça m'était familier et j'y suis allée. Tout à fait. Tout à fait. Et ça a été extrêmement dur.
Physiquement, pas énormément. Il y a eu de la violence physique, mais ça n'a pas été la partie la plus significative. La partie la plus significative. Justement, je pense à une question importante. On en a parlé tout à l'heure avec Soisic Belin. Dans la violence faite aux femmes, est-ce que il y a très peu de pervers narcissiques qui tuent leur compagne, hein, forcément, oui. Généralement, les pervers narcissiques, c'est le meurtre parfait parce que c'est une violence psychologique. C'est pour ça que c'est entré dans la loi maintenant, la violence psychologique, parce que, et en particulier, le fait de pousser quelqu'un au suicide. C'est entré dans la loi maintenant. Mais ils sont pas toujours, ils sont rarement d'ailleurs violents physiquement. Mais bon, vous avez eu la totale là, de ce que j'entends. Oui, moi j'ai eu la totale. J'ai eu la totale. Après, je l'ai dit, hein, physiquement, il y a eu 3 fois où j'ai été touchée physiquement. C'est 3 fois de trop. Mais ça a été psychologiquement. Là, par contre, c'était un pervers narcissique de haut vol. Hein. Oui. De haut vol. Et donc, comment vous en êtes rendu compte et comment vous avez arrêté tout ça? Parce que c'est pas simple. Hein. Comment je m'en suis rendu compte, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, j'avais des flashs de conscience. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, je me disais, mais je comprends pas. Il est odieux, puis il suffit qu'il y ait quelqu'un qui se présente, hop, il change de visage. Bien sûr. Bien sûr, il a plusieurs masques. Je trouvais ça particulier. Ensuite, il y avait... moi, j'ai eu droit, comme dans beaucoup de cas, hein, j'ai eu droit au cercle de la lune de miel. Donc, et plus, avec le temps, ça se rapprochait, et les cercles de lune de miel devenaient de plus en plus courts, et les phases de perversion et de violence de plus en plus importantes. Il vous a isolé de votre famille et de vos amis? Je suis arrivée à un moment donné à un stade où c'était vraiment critique. Et oui, mais vous répondez, excusez-moi Adèle, mais vous répondez pas à la question fondamentale. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait partir? Parce que vous n'êtes plus avec lui. C'est ce que j'allais vous dire à l'instant, à savoir qu'un jour, je suis allée à Emmaüs, je suis tombée sur un livre, mais tombée sur les pieds. Et ce livre, c'est le livre de Marie-France Érigoyen, Le harcèlement moral. C'est la première, hein, d'ailleurs, qui a écrit réellement... Enfin, c'est Paul Racamier qui a parlé le premier des pervers narcissiques, mais je crois que c'est le premier livre, c'est de Marie-France Érigoyen, en effet. Et là, quand j'ai lu ça, au départ, quand finalement je l'ai acheté, mais moi je me disais, ça sert toujours par rapport au travail. Ça peut servir par rapport au travail. Comme il y a 2 volants. Et en fait, le volant en famille, je ne l'ai pas relu 2 fois. La première, je pouvais citer des passages entiers par cœur. Parce qu'à chaque fois, je me suis retrouvée, je me disais, ben voilà, on en est là, lui, ça c'est lui, ça c'est moi, etc. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai su que c'était mort. Ça ne reviendrait jamais en arrière. Oui, il n'y aurait pas de pardon. Oui. Voilà. Et donc là, j'ai commencé petit à petit à me préparer matériellement et psychologiquement à partir. Vous aviez des enfants? Et ce livre m'a vraiment sauvé la vie. Vous avez des enfants? Oui. À l'époque, à ce moment-là, j'avais ma fille aînée qui n'était plus à la maison. Et j'avais mon autre fille qui était encore jeune et qui était à la maison. Et donc vous êtes partie avec votre fille ou vous avez dû partir seule? Oui. Je suis restée un maximum de temps, justement pour ne pas qu'il ait la garde. Parce que c'est toute la difficulté, c'est quand les enfants sont en bas âge, si la femme quitte le foyer, elle peut perdre la garde de ses enfants. Oui, parce que le pervers narcissique se désintéresse de ses enfants, sauf s'il peut les utiliser pour abîmer encore plus sa femme. Bien sûr. Et alors, ce qui est particulier avec les pervers narcissiques, en tout cas avec lui, hein, c'est qu'on est séparés depuis 10 ans, plus 12 ans. On est séparés depuis 12 ans. Pendant longtemps, mes enfants ne voulaient plus le voir. Et ils ont repris contact avec lui. Et il continue à être très, très, très manipulateur, ça c'est une évidence. Et du coup,
du coup, il y a des choses que font mes filles qui est directement en rapport. J'en suis persuadée, je peux me tromper, mais j'en suis persuadée, c'est télécommandé. Elles ne se rendent pas compte, mais c'est télécommandé. Oui. Mais bien sûr, parce qu'il doit être dans un jeu de séduction absolue auprès d'elle. Pour se faire valoir par rapport à la séparation et de ce fait insidieusement pour faire valoir qu'en fait c'est vous qui êtes responsable de cette séparation et que lui il est exceptionnel et que voilà que c'était pas une bonne idée de le quitter parce que c'est un homme admirable, donc c'est compliqué pour elle quoi. Et alors, ce qui se rajoute, ça étonne les gens quand je dis ça, mais c'est que, en fait, sur la fin de ma relation avec lui, je me suis rendu compte qu'il me trompait allègrement et en fait, il était homo, ce que je n'avais pas voulu voir. Donc, ça s'est rajouté. Ça n'a pas été la chose la plus dure à entendre. Hein. Oui, sûrement. Le plus dur, ça a été sa perversion narcissique. Et donc, comme tout pervers narcissique qui se respecte, étant tout seul, ça a été terrible pour lui. Il s'est dépêché de trouver une nouvelle proie. Bien sûr. Et il a mis grand-peine dessus et il s'est marié avec. Et il se débrouille toujours pour apparaître comme la pauvre victime qui a été lésée par moi, alors qu'il n'a pas été lésé du tout, hein, parce qu'il a réussi le tour de force majeure de se faire payer des séances de psychanalyse par mois. Bref. Et donc, il est... En fait, ce qui m'a été dit un jour par rapport à lui, c'est qu'il se fait toujours passer pour quelqu'un de fragile. Et lorsqu'il voit, oui, c'est une arme, c'est-à-dire soit il est persécuteur, et puis quand il voit que ça marche pas, il se transforme en pauvre victime qu'il faut sauver parce que le pauvre, il est très malheureux. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Hein. En fait, c'est un immense comédien qui peut prendre tous les masques possibles et imaginables parce qu'il n'a pas d'identité. Il a un vide identitaire, ce qui fait qu'il peut adopter toutes les personnalités qui sont nécessaires pour abîmer l'autre. Et c'est toujours ce qui est compliqué à comprendre pour la plupart des gens, Hélène Vecchiali, hein, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas humain, quoi, en quelque sorte. Non, voilà. Et donc, il faut pas essayer de raisonner avec notre propre fonctionnement. Il faut se rendre compte. Et la seule chose à faire, évidemment, c'est de fuir. Vraiment partir. Oui, oui. Exactement, et de protéger éventuellement Adèle, vos filles. Mais je suppose que c'est ce que vous faites, évidemment. Allez, on fait une petite pause et puis on continue avec vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite. Sud 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Hélène Vecchiali et nous évoquons donc les pervers narcissiques. Merci Marie-Hélène de prendre la parole. Vous êtes avec quelqu'un en ce moment qui vous dénigre beaucoup, c'est ça ? Oui, complètement. C'est-à-dire que je suis mariée depuis 19 ans avec une personne que je n'ai pas imaginée comme ça au départ et qui a su me manipuler doucement. Mais comme je suis très empathique et que je me disais à chaque fois qu'il se passait des choses pas normales pour moi, je disais « Oh, ça va passer, c'est rien, il est énervé, c'est pas grand-chose, demain ça ira mieux ». Et petit à petit, je me rendais compte que notre vie tous les deux, c'était pas une vie de couple normale. J'avais l'impression d'être toujours la personne qui dénigrait, qui allait jamais, je faisais jamais bien les choses. Petit à petit, il essayait de m'éloigner de ma famille. Bien sûr, de vous isoler, de vos amis aussi. Oui, de mes amis aussi. Il avait des attitudes, il était très 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 jaloux. Alors, moi je suis du Sud, donc effectivement, je suis très enjouée, toujours heureuse, essayer toujours d'arranger les choses. Et mes potes, sauf qu'on sent une certaine tristesse dans votre voix quand même, Marie-Hélène. Oui. Oui. Et il est peut-être donc là vous avez pris conscience peut-être qu'il faut partir. Oui. Pardon, je ne sais pas si je vais tenir. Si vous voulez, si j'ai demandé le divorce. Là, c'est fait. Oui, ça c'est courageux, hein, bravo, hein, parce que c'est pas évident. C'est pas gagné. Ça va pas être gagné parce qu'il m'en fait quand même voir. Il arrive à avoir encore un peu d'emprise sur moi parce que alors il a beaucoup de problèmes de santé, donc je sais pas ne pas l'aider sur ce plan-là. Et il se victimise.
Et il choisit ce problème de santé pour se victimiser et faire appel à votre loyauté, à votre empathie, à votre générosité, à votre bienveillance, parce que vous êtes une belle personne, c'est pour ça qu'il vous a choisi. Marie-Hélène, vous savez qu'on a une énergie, mais elle n'est pas, elle se décuple pas. Et cette énergie, vous en avez besoin pour vous. Et je sais, c'est ce qu'on me dit, tous mes amis me le disent. Après, si vous voulez, j'ai commencé à le mettre en alerte depuis... Alors, il y a 3 ans, j'ai eu un cancer assez particulier, un cancer de la mâchoire qui m'a beaucoup affectée. Et je me suis sentie très seule. Il m'a aidée, on va dire, les premières semaines. Et puis, après, comme il a vu que je me débrouillais, pour lui, c'était plus un souci. C'était plutôt Bien sûr. que ça le dérangeait en me disant, il faudra que tu t'arranges un peu le visage. En fait, des choses que personne ne m'aurait dit. Et que quand lui me disait, oui, ton sourire, t'es un peu de travers. Enfin, c'est horrible. Des choses que personne n'aimerait entendre. Mais bien sûr. Mais donc ça a été un premier pas. Puis j'ai commencé à vraiment réaliser qu'il n'était pas là pour me soutenir. Vous savez, Marie-Hélène, j'ai l'habitude d'écouter des témoignages de personnes qui sont tombées sur des pervers narcissiques, et c'est très souvent suite à une maladie ou suite à quelque chose qui touche le corps que les personnes commencent à prendre conscience. Ouais, j'ai l'impression. Oui, alors donc je ne vais pas dire qu'il faut remercier ce cancer parce que c'est un cancer très difficile. Oui, mais après je suis guérie, enfin, honnêtement. Bien sûr, mais vous avez traversé quand même cette épreuve qui était une épreuve difficile. Mais là, vraiment, prenez votre énergie pour vous, faites-vous aider puisque vous avez la chance d'avoir encore quelques amis, et puis qui se débrouillent. Coupez les ponts. Parce que de toute façon, toute tactique de sa part, c'est une manière de vous récupérer, de vous faire mal. Ah ben il essaie par tous les moyens. Alors Bien je vais sûr. vous dire, tout simplement, moi j'avais commencé à lui dire, on va prendre un peu de recul. Je suis partie en vacances chez ma fille au moment de Pâques, et comme ça lui a pas plu, parce que j'ai pas voulu qu'il vienne, j'ai dit il faut prendre un peu de recul. Et vous savez ce qu'il m'a répondu quand je suis rentrée. Enfin, au bout d'un mois, j'ai trouvé qu'il était un peu bizarre. Il y avait des choses qui me surprenaient, et j'ai compris qu'il était avec quelqu'un d'autre, qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, et donc il m'a dit mais c'est ma vengeance. C'est le terme qu'il a employé. Marie-Hélène, s'il a retrouvé quelqu'un d'autre, c'est ce qui peut vous arriver de mieux, parce que ça va faciliter le divorce. S'il a une autre victime sous la main, et ben comme ça il vous laisse tranquille. Mais vous, il faut fuir, et puis vous faire aider psychologiquement pour que vous compreniez pourquoi vous êtes tombé dans ce piège, et pour que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est souvent des phénomènes de répétition. Donc il faut absolument que vous repériez ce qui s'est passé pour que plus jamais vous soyez sous l'emprise de quelqu'un de malade comme ça. Ah oui. Après, je voulais rajouter une petite chose qui était importante que personne n'a abordée. Par rapport à lui, si vous voulez, lui, il a un problème avec l'argent. C'est-à-dire que il fait payer aux autres. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai rencontré, donc on a fait pas mal de voyages, et à chaque fois, c'est moi qui payais. Mais vous savez, quand vous aimez, vous comptez pas, vous voyez pas. Oui, mais ce sont des gens qui sont radins, sauf s'ils sont en public et que là, tout d'un coup, il faut faire preuve de générosité parce qu'il y a des témoins et que ça va redorer son blason. Sinon, en privé, ce sont des gens hyper radins qui font pas de cadeaux, qui font payer l'autre. C'est une catastrophe, quoi. Oui, voilà, l'argent, séducteur et jaloux, et donc et puis une intolérance qui est phénoménale, quoi. Il y a des attitudes où je suis restée mais profondément affectée, et il a fait des choses. Alors il est violent en parole. Oui. Il m'a jamais touchée. Au contraire, je pense qu'ils sont très forts à ce niveau-là. Voilà. Faut pas laisser de traces. Et donc c'est avec leurs mots, avec ces mots qui peuvent vous faire aussi mal qu'un coup de poing, je veux dire très bêtement. Oui. Mais parallèlement à votre divorce, Hélène Vecchiali a raison. Commencer une thérapie avec quelqu'un, ça va vous faire du bien de pouvoir parler, de mieux comprendre ce que vous traversez. Ça sera peut-être un peu long, mais ça sera. Je pense, parce que je lui ai même dit, je pense qu'il a détruit la
que, vous voyez, Marie-Hélène... Non, il n'a pas détruit. Non, il faut oublier. Mais Marie-Hélène, ce qui est sûr, et ça c'est important, je le signale aussi pour ceux qui écoutent, c'est qu'actuellement, vous ne pouvez parler que de lui. Et ça, c'est le signe que vous êtes encore sous l'emprise. Et c'est ça qu'il faut arriver à débloquer avec un thérapeute. Il va falloir que vous puissiez parler de vous, parce que c'est vous la personne la plus importante, et c'est pas lui. Et vous souvenir que vous êtes une belle personne rayonnante, solaire, qui a le goût du bonheur, et ça, il l'a pas détruit. Il l'a pas détruit, c'est tout le temps là. Donc vous allez le retrouver, vous allez juste guérir, faire mettre de côté toute cette histoire parce que vous l'aurez comprise et vous pourrez l'évacuer. Voilà. Et puis, parallèlement, bien sûr, continuez la démarche pour le divorce parce que ça, c'est aussi essentiel pour sortir de cette emprise. Merci en tout cas de votre témoignage, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Et on vous embrasse. Merci. Bon courage. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. Je vous propose une lettre d'amour codée. C'est un petit truc rigolo, vous allez voir. Et puis, bien sûr, vous aussi, n'hésitez pas à prendre la parole pour ceux qui écoutent. Ça peut peut-être être un signal d'alarme. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on s'envoie des SMS, c'est sympa, Hélène Vecchiali. Alors là, je propose un SMS un peu particulier. En sachant que le 1, ça correspond à la lettre A. Si j'envoie le message 10, 5, 20, 1, 9, 13, 5, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire je t'aime. Voilà. Bon. Et voilà. Et donc ça pourrait être rigolo. Alors bien sûr, vous pouvez vous envoyer un message codé beaucoup plus long, comme ça la personne mettra plus de temps à le décoder. Et puis je trouve que d'abord c'est assez marrant d'envoyer ce message parce qu'il faut un petit peu y réfléchir. Même si on n'est pas bon en mathématiques, c'est facile. Y a pas. Et puis votre partenaire va prendre un certain temps pour le décoder. Et peut-être que ça l'amusera, que ça l'excitera. Voilà. Et puis ça nous permettra d'évaluer son QI. S'il répond pas, ou qu'il répond à côté. Il faut peut-être un peu préciser quand même, parce que sinon, il suffit il faut pas trop préciser quand même. Il faut juste dire le 1 égale A. Et puis après, vous envoyez le message codé, et puis vous pourrez tester son intelligence. Voilà. Quelqu'un d'à peu près intelligent devrait tout de suite comprendre. On le verra alors. On verra. Oui. On va faire le test. On va faire le test. Allez, on continue à évoquer la perversion narcissique, mais demain, on sera avec Eric Allaire. Alors, on parle toujours des douleurs féminines lors des rapports. Et demain, on va parler des douleurs masculines. Voilà, parce que eux aussi, ils peuvent avoir mal. Et c'est important. Il y a même une fracture de la verge. Alors ça, c'est vraiment la douleur extrême. Mais on en parlera demain avec Eric Allaire. Et pour l'instant, c'est Anne que l'on retrouve. Bonjour Anne, merci de témoigner. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Anne. Voilà, j'écoute votre émission depuis tout à l'heure, comme je l'écoute à peu près tous les jours. Et pour ma part, voilà, je suis partie en catastrophe, ça va faire 7 mois. Oui. J'ai tout quitté, voilà, mais Dieu merci, j'étais locataire, nous n'étions pas mariés, mais nous étions ensemble depuis 13 ans. Et je dois dire que, au fur et à mesure des 13 ans, je n'avais jamais vécu une chose pareille de ma vie. J'ai cru que je devenais folle. Donc j'ai fait des tentatives de suicide. La dernière en date a été celle de décembre 2021. Et je pense que c'est là que voilà, j'ai réalisé que je vivais vraiment quelque chose d'épouvantable. Et alors j'ai bien écouté les auditrices précédentes. Dans mon cas, aucune violence physique. Jamais. Jamais. Mais c'est ça qui est important, Anne, parce que quand on est tapé par quelqu'un, on a vraiment la preuve de cette violence, puisqu'on reçoit des coups. Mais la violence psychologique, elle est subjective finalement, et elle peut être quelque part un peu aveugle, et donc on ne se rend compte pas. C'est ce que dit d'ailleurs Jean-Charles Bouchou. Il parle de ces violences invisibles. Et parfois, les pervers narcissiques ont des violences très, 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 très difficiles à décoder. Oui, ils ont vraiment le grand art. Il y a un livre d'un monsieur qui s'appelle Searles qui s'appelle L'art de rendre l'autre fou.
C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout un tas de techniques, la double contrainte, c'est-à-dire qu'ils disent deux choses opposées en même temps, la mise sous hypnose, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous parler en faisant en sorte que vous vous retrouviez dans un état de conscience modifié. Ils sont capables aussi de découvrir des désirs cachés que vous ignorez et de les combler pour pouvoir après mieux les enlever et vous détruire. Donc vous avez raison, hein, vous avez une analyse très très juste. C'est-à-dire que les violences psychologiques sont invisibles. C'est vraiment un crime parfait. C'est-à-dire qu'il tue avec des mots, donc il n'y a pas de trace. Et je crois que dans votre cas, il était particulièrement dangereux. Particulièrement dangereux, surtout qu'il était, il y avait vraiment la face victime très très présente. Et en même temps, quand il devenait persécuteur, c'était quelqu'un d'autre. J'avais affaire d'un côté à un petit garçon en manque de sa maman et qui était terrorisé, et de l'autre, j'avais affaire à un bourreau ironique, sardonique, avec une sorte de cruauté, et par moments je relevais son propos, et il me disait que je n'avais pas entendu. Oui, que bien je sûr, c'était de votre faute. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, c'est-à-dire vraiment deux facettes opposées, et face à ça, on est démunis. Oui, et je me suis rendu compte j'ai mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'il s'appropriait toutes mes idées, tout le contenu de ma vie. J'étais quelqu'un de solaire quand je l'ai connu, enfin, pour ce qu'on disait de moi. Oui. On me disait que j'étais brillante, que j'étais comme un rayon de soleil. Mais vous l'êtes, vous l'êtes toujours, hein. Vous allez... Ça couvre simplement. Mais là, ça va se remettre. Il suffit de souffler sur les braises et le feu va reprendre. Il faut nettoyer un petit peu, mais ça va revenir, hein, vous inquiétez pas. Oui, c'est ça. Et je voulais témoigner que c'est quelque chose d'extrêmement insidieux et c'est vraiment un travail de sape en continu. J'ai vu aussi qu'il n'y avait aucun affect chez lui. Je dis bien aucun. Oui. J'ai eu l'impression les derniers mois mais véritablement d'être à côté de quelque chose d'inhumain. Oui, oui. Et avec un sentiment d'épouvante qui m'étreignait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu partir, parce que quand on est face à l'épouvante, je n'avais pas devant moi un être humain. Et puis c'est comme si l'ombre me gagnait à mon tour, son ombre intérieure. On aurait dit qu'il était mort de l'intérieur. Mais il est mort de l'intérieur. C'est très juste ce que vous dites, Anne. Mais alors donc c'est cette tentative de suicide que vous avez fait prendre conscience qu'il fallait le quitter, c'est ça? Oui, parce que ça a été une énième tentative de suicide. Donc j'ai laissé un mot. Et dans ce mot, je disais que finalement, quand on m'enterrerait, je voudrais qu'on m'enterre avec la photo de mes petits chiens en train de gambader dans la prairie, et que c'était le seul moment où j'avais été heureuse. Donc on me récupère, etc. pour la énième fois aux urgences. Donc cette fois-ci, je suis pas passée par l'AREA, mais bon, ça n'a pas été mal non plus. Et donc à ce moment-là, il a été très 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 ennuyé parce que la psychiatrie s'en mêlait. J'allais être suivie. Donc il a été très ennuyé. Les autres fois, vous n'avez pas été suivie? J'ai été suivie, mais il arrivait, il se précipitait à l'hôpital, il me prenait ma main et disait au médecin avec des larmes plein les yeux, « Oh, je suis vraiment désolée, je crois qu'elle perd la tête. » Et je l'ai vu même, je l'ai vu même à mes côtés. Je revenais à moi sur un lit d'hôpital, je le voyais à mes côtés avec des larmes plein les yeux et en train de me dire « Ce sont les uniques moments de ma vie où je peux ressentir quelque chose. » Ben oui, parce que là, il est au summum de sa gloire. Oui, c'est quelque chose d'inimaginable. Et je me rappelle d'une fois, on était en voiture tous les deux et il pestait parce que chaque fois nous prenions un petit chemin pour aller promener nos chiens. Il y avait une petite voiture pour personnes handicapées avec un petit couple adorable à l'intérieur qui était un petit peu mal garé sur le chemin. Chaque fois, il entrait dans une colère froide contre ce petit couple. Et un soir, je lui ai dit, mais enfin, mais en plus, tu as été travailleur social, assistant social, tenez-vous bien. Et je lui ai dit, tu te rends compte? Et non, il a été d'une froideur et il m'a dit, mais tu sais pas, il me dit, tu ne mesures pas. Ils sont juste un obstacle sur ma route. Mais bien sûr. Tout comme ça, rien. Il faut faire sauter les obstacles sur sa route. C'est tout, c'est tout. Et je l'ai entendu me dire que s'il n'appelait plus ses amis, c'est qu'il ne tenait pas à eux et que j'étais folle d'éprouver des sentiments. Il m'a privé d'affection, il m'a privé de sexualité. Il me faisait croire que j'étais une femme dissolue parce que j'avais des pulsions et petit à petit,
Mais je me suis éteinte dans des proportions inimaginables, quoi. Et tout était de ma faute. Et il y avait un double discours. Il refusait la communication. Il me faisait faire ses commissions. J'étais toujours l'intermédiaire. Donc les propos étaient mal interprétés. Tout comme ça, il s'est fait passer pour moi en écrivant des mails jusqu'à aller copier mon propre style et en me le montrant. Mais votre témoignage est important, Anne, parce que vous donnez des détails très précis qui correspondent exactement au profil. Oui, qui permettent de comprendre l'horreur que vous avez vécue et l'horreur de ce personnage. Oui, c'est ça. Et puis c'est le vide, j'insiste bien, c'est le vide. Il n'y a rien. J'avais du mal à le croire. C'est comme que quelqu'un de désincarné, une ombre. Oui, mais tout ça vous le dites aujourd'hui parce qu'évidemment vous avez pris du recul, vous êtes parti, mais quand vous étiez avec lui, vous n'aviez pas réellement pris conscience. Hein. C'est pour ça que vous êtes resté quand même 13 ans, c'est pas rien. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que quelque part, comme il y a quand même des moments gentils et qu'il y a la nostalgie, j'imagine, du début, on reste, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a la nostalgie de la période lune de miel. Ah, il y a vraiment eu la période lune de miel, oui. Ce qu'il faut savoir, hein, et que les gens ne savent pas, c'est que cette période lune de miel, c'est pas la période lune de miel normale dans une relation amoureuse. C'est une période lune de miel plus. Parce que dans une relation normale, un homme, par exemple, un homme normal, on va dire, qui n'est pas pervers, a des émotions lui aussi et a des demandes. Donc, si vous voulez, dans la lune de miel, c'est chacun fait du bien à l'autre. Là, le pervers narcissique, il est entièrement dévoué au bien de sa femme, à faire en sorte qu'elle soit la plus comblée possible. C'est-à-dire qu'il se nie complètement, d'autant plus facilement qu'il n'a pas d'identité, pas d'émotion. Donc, il se met 100%, 180%, 200% au service de sa femme. Ce qui fait qu'elle vit quelque chose qu'elle ne vivra jamais avec aucun autre homme. Donc il faut comprendre que la nostalgie de cette lune de miel, elle est logique. Oui, c'est comme le nourrisson avec sa maman, quoi, voilà, qui s'occupe que de son nourrisson. C'est que tout d'un coup, c'est comme si elle avait gagné au loto, quoi. C'est surréaliste. Ça me fait penser qu'il y a certainement chez les personnes qui vont tomber donc sous le joug d'un pervers narcissique une nostalgie de cette fusion primitive avec la maman, sans doute. Hein. Oui. Enfin, avec des bonnes mères. Oui, bien sûr, mais il y a peut-être il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire être comblé à 100%, quoi. Et ça, c'est compliqué. Je vous dirais mais n'oubliez surtout pas que si vous a choisi, c'est parce que vous êtes une belle personne, une personne solaire, et une personne qui a des qualités, et une personne qui est intelligente. Et ça, il l'a pas détruit parce que c'est vous. Et on peut pas détruire quelqu'un. En revanche, détruire une période de sa vie et détruire une relation de couple et ébranler ce que vous pensez de vous, oui, mais ça se reconstruit, ça. Oui. Et ce que je voulais vous dire, oui, quand je l'ai connu, j'étais aide-soignante donc de profession. C'était très dur. En plus, j'avais beaucoup de routes tous les jours. Et j'avais également un mandat de conseillère municipale. Et j'étais très engagée. Et donc, évidemment, il me disait qu'il était fasciné par ma personne, etc. Moi, déjà, le terme me gênait un peu. Fascinée, mais très très rapidement, mais ça s'est fait de façon, voilà, je devais m'occuper plus de notre relation. Il vous a fait démissionner ? L'air de rien, je n'ai pas démissionné officiellement, mais je me suis moins rendue aux réunions. Il a commencé à m'isoler. Il me disait que ce n'était pas bien, que j'étais dans des mondanités. Et petit à petit, je me suis retrouvée de plus en plus isolée. Et de plus en plus, il m'a aussi assez rapidement désérotisée. C'est-à-dire que très rapidement, il me dictait des choses comme s'il voulait me rendre infantile. Et il voulait être dans la fusion. Mais si vous voulez, c'est après tout ça que j'ai compris. Et ça m'a rappelé cette fameuse fusion avec ma mère, dans laquelle elle m'avait plongée et dont j'avais eu tellement de mal à me sortir, comme une fusion psychotique. J'étais juste un prolongement d'elle-même et j'avais dû faire des efforts inouïs pour me sortir de là et couper avec elle. Et là, il recréait ça. Et ma puce, est-ce que tu veux ceci ? Ah mais tu rentres tard, je vais te faire à manger. Mais en même temps, tu ne m'accordes pas assez de temps. Ces gens-là ne sont que des étrangers pour toi.
Oui. Et puis finalement, alors oui, hélas pour moi, je lis depuis l'âge de 3 ans. Donc j'ai toujours lu beaucoup. Moi, ce que j'ignorais, figurez-vous qu'il a fait semblant d'aimer la lecture pendant toute notre relation. Ben oui. Il a fait semblant. Et à la fin, j'étais tellement mal, j'ai arrêté de lire du jour au lendemain. Et il là, a posé les livres. Et il avait gagné, oui. Oui. Et il a posé les livres et m'a dit finalement la lecture ne m'intéresse pas. Mais et il n'a plus touché un livre. C'est quelque chose d'inimaginable. Oui, vous avez raison de dire inimaginable, parce que je crois que les gens qui se sont pas frottés et brûlés à ce genre de personnage ont du mal à comprendre, parce que c'est inhumain. C'est inhumain, c'est hors norme et c'est impensable. En tout cas, Anne, vous avez commencé à remonter la pente. Rassurez-vous, vous allez retrouver votre énergie et votre côté solaire. Hein. Et merci infiniment, Brigitte, pour votre intelligence fine, merveilleuse et votre empathie. Je vous écoute, je vous dis chaque fois que je peux. Et merci aussi à votre invitée, Hélène. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, Anne. On a besoin de vos témoignages. Je rappelle le titre du livre d'Hélène. Il est en poche en plus aux éditions Marabout. Mettre les pervers, échecs et maths, pour ceux qui peut-être voudraient mieux comprendre, même si on a déjà beaucoup avancé depuis 14 heures grâce à vos témoignages au 0826 300 300. On se quitte un court instant et on se retrouve tout de suite. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, Hélène Beccali, on évoque la perversion narcissique aujourd'hui. Alors, on a surtout eu des femmes, parce qu'en effet, il y a plus d'hommes pervers narcissiques que de femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Oui, tout à fait. C'est important aussi de le rappeler. Mélanie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Mélanie. Alors, vous n'êtes plus non plus avec, il me semble. Non, je suis plus avec lui. Donc moi, je l'ai rencontré en début 2020, juste avant le premier confinement. Oui. Et il était très gentil au départ, voilà. Après, on était confinés, donc lui, il travaillait, Et vous étiez ensemble, confinés ensemble ou chacun chez soi? Non, chacun chez soi, mais bon, il venait chez moi parfois, voilà. Mais on n'a jamais vécu complètement ensemble. Hein. D'accord. Mais il venait souvent chez moi. Enfin, il venait chez moi, moi j'allais pas tellement chez lui. En fait, quand on a été déconfinés, c'est-à-dire ça a duré 2 mois où ça allait à peu près, il a commencé à me faire des crises de jalousie, à me demander où j'allais pour faire les courses, à faire des photos, enfin voilà, c'était infernal. En plus, oui, de l'endroit où j'étais. Ah d'accord. Dans le magasin ou enfin voilà d'accord, vous deviez lui envoyer des photos là où vous étiez. Voilà. D'accord. Voilà, oui. Il me croyait pas que je faisais les courses, j'étais avec mes amants. Voilà, j'étais sans arrêt avec mes amants. Quand j'allais chez ma mère, c'était pour voir le voisin qui était mon amant. Oui. Pendant le confinement, je partais la nuit, enfin bon. Là, on a affaire à un jaloux maladif, il me semble. Oui. Déjà, oui. Mais après, à côté de ça, c'était quelqu'un qui avait un ego très développé. Il n'y avait que lui qui avait raison. Tout le monde lui en voulait. Il était toujours victime dans le privé comme dans le professionnel. Il me semble, mais je parle à la spécialiste des pervers narcissiques. Là, il me semble qu'on n'a pas affaire à un pervers narcissique. Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'il s'est mis à vous dénigrer, à vous diffamer? Oui, tout à fait. De quelle façon? C'est-à-dire qu'il m'a traité de tous les mots. Par la parole, il était violent. Il me traitait de tout. Il me disait que j'étais moi-même pervers narcissique. Oui, mais au début, la lune de miel, elle n'a pas été très longue. Si je ne m'abuse, il a très vite été jaloux. Oui, il a très vite été jaloux et il m'a coupé de tout le monde. Il voulait que je voie personne. Ça l'arrangeait quand on était confinés. Il me mentait. Il disparaissait pendant 1 semaine. Il me coupait tous les moyens de communication avec lui. Il me bloquait. Le téléphone, Facebook, enfin Messenger, il me bloquait. Il me donnait pas de nouvelles et il revenait.
Et moi, je ne savais pas. Oui. J'étais Non, mais très mal, vous étiez. mais je n'arrivais pas à m'en sortir. Mélanie, c'est une vilaine personne, c'est une personne toxique. Hein. Oui. J'aime bien utiliser ce mot. Et dysfonctionnelle. Et c'est évident, mais c'est pas ce que je pourrais. Enfin, je pense pas qu'on puisse mettre l'étiquette. Et c'est important, et c'est bien. Et merci de ce témoignage d'ailleurs, Mélanie, parce que ça montre bien la différence. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez pu le quitter assez vite, tellement il était odieux. Je souscris à ce que dit Brigitte, ouais. C'est-à-dire que vous décrivez quelqu'un qui était paranoïaque, jaloux, et odieux parce que il avait peur que vous le trompiez, mais un pervers narcissique, il part pas. Il laisse pas sa victime comme ça, sans emprise pendant une semaine ou 15 jours. Non, il est là en permanence parce qu'il faut tuer sa victime, il faut tuer sa proie à l'usure. Tous les jours, sans cesse se remettre au travail pour la dénigrer, pour la diffamer, pour l'amoindrir, pour l'insulter, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il commence son travail de sape une fois que l'autre est totalement sous emprise. Voilà. Tandis que là, il a tout de suite pratiquement été jaloux. Donc vous n'avez pas connu cette lune de miel extraordinaire qu'ont connu les autres. Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment, alors, ça ne veut pas confinés, dire, donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas souffert et que vous n'avez pas eu affaire à quelqu'un qui était complètement tordu et odieux. Hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Mais c'est important, vous voyez, de bien diagnostiquer. Parce que si vous n'avez pas le bon diagnostic, vous n'arriverez pas à repérer le bon médicament et surtout comment ne plus retomber sur ce genre de personnes. D'accord. Mais c'est pas un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui est manipulateur, qui est jaloux, qui est paranoïaque, qui est et qui pourrait d'ailleurs être dangereux, et qui pourrait d'ailleurs être dangereux parce que cette jalousie là, quand elle est aussi maladive, peut terminer, ça peut se terminer mal. Il peut être capable de tout casser dans la maison, je pense. Hein. Enfin, il prenait les affaires et il les jetait, voilà. Ça s'appelle la rage narcissique. Et la rage narcissique, c'est un typique des gens qui sont capables de régression et qui veulent tout de suite, tout le temps. Et la moindre petite remarque les fait entrer dans des états apocalyptiques. Donc on n'est pas dans le registre du pervers narcissique, là. Parce que justement, il avait des émotions, certes négatives, mais il était capable d'être en colère, il était capable... Vous voyez, ça c'est aussi un trait important par rapport à tous les témoignages qu'on a entendus. Oui, mais uniquement parce que j'enlevais son portrait, par exemple, dans la chambre, parce que j'avais une photo avec lui. Bien sûr. Si elle n'y était plus, il devenait fou. Oui, mais Mélanie, c'est important de comprendre qu'il avait des émotions, il était en colère. Et un pervers narcissique, il va pas être en colère. Il maîtrise la situation, il maîtrise tout. Donc on voit bien que c'était pas ça, hein, mais ni Brigitte ni moi ne minimisons votre souffrance et ce que vous avez vécu, hein. Que les choses soient claires. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui est vraiment dysfonctionnel et qui a un très gros problème identitaire et narcissique. Mais ce n'est pas un pervers narcissique et relationnel et affectif. Et vous l'avez quitté très vite, j'imagine, j'espère. Mais fin 2021, je suis quand même restée 1 an et demi avec lui, en relation plus ou moins, avec des coupures. Mais il me laissait devant son portail cadenassé pendant 2 heures à pleurer, à le supplier de m'ouvrir. Il était de l'autre côté du portail. Il téléphonait à mes amis pour leur dire que que je le trompais sans arrêt, que j'étais. Oui, c'est un jaloux maladif et un gamin capricieux et qui a vraiment des problèmes énormes. Hein. Vous avez bien fait de partir. Mais je pense que c'est lié aussi à son enfance, parce qu'il me décrivait son père comme il était lui. Il ne s'entendait pas avec son père, il le critiquait. Et en fait, il me le décrivait et c'était lui qui le décrivait dans... Bien sûr. Écoutez, mais à la fin, j'avais l'impression que je devenais folle. Donc qu'il allait m'envoyer à un hôpital psychiatrique, en fait. J'avais vraiment ce sentiment et j'ai réussi. Oui, Mélanie, mais c'est vrai que ce qui est difficile avec des personnes qui dysfonctionnent, comme lui, c'est qu'il n'y a pas de communication réelle possible. Parce que dès que vous dites quelque chose qui peut le blesser, il se met en colère donc et j'imagine que parfois vous deviez avoir peur de lui.
Mais oui, parfois ça m'est arrivé, oui. Bah puis, oui, parce que puis il était présent, enfin, il avait aucune empathie pour personne, il n'y avait que lui qui comptait. Enfin, c'était... Mais en même temps, quand j'étais malade, en réalité, c'était pas vrai. Enfin, voilà. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout une bonne estime de lui-même. C'est quelqu'un qui va très mal. Oui, qui n'a pas confiance en lui. Vous l'avez reconnu, ça, quand même. Oui, il n'avait pas du tout confiance en lui, mais il le disait en plus. Il disait qu'il n'avait pas confiance en lui, mais c'était c'est invivable, quoi. Vraiment invivable. Et avec le recul, je me demande comment j'ai pu supporter, quoi. Parce qu'il y a eu sans doute un peu de beaux moments au début, et puis parce que les grands jaloux, les grands jaloux au début, ils nous trouvent la 7e merveille du monde, hein, les grands jaloux au début. Ah oui, il disait au début, il disait que j'étais gentille, que j'étais très gentille, que je faisais tout très bien, la cuisine, machin, enfin voilà. Et puis après, c'était tout à fait l'opposé. Bon, en tout cas, merci de ce témoignage, parce que c'est important aussi qu'on ait un témoignage d'une personne odieuse. Hein, on n'a aucune envie de le rencontrer, votre ex, hein, je vous rassure, Mélanie, on le laisse à n'importe quel, à notre pire ennemi. Mais c'est important de voir qu'on peut rencontrer des personnes toxiques, odieuses. C'est pas pour autant des pervers narcissiques. Et c'était un peu le propos de cette émission, de bien expliquer ce qu'est le pervers narcissique. Et je crois qu'on a, grâce au témoignage, et je remercie tous ceux toutes celles qui ont témoigné, je crois qu'on a vraiment compris la différence entre poser le bon diagnostic. Bon, on a vu aussi avec le témoignage de Francis tout à l'heure, hein, qui n'était c'était pareil, une femme qui dysfonctionnait, mais qui n'était pas pervers narcissique, et c'est toute la différence. Hélène Vecchiali, merci beaucoup. Merci Brigitte. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de ce livre, le dernier livre, Un zèbre sur le divan, et c'est aux éditions Albin Michel, où vous parlez des hauts potentiels intellectuels, voilà, ce qui n'est pas c'est pas non plus de la même chose que les pervers narcissiques, évidemment. Tout de suite, vous allez retrouver C'est votre avenir. Alors demain, on sera avec Eric Haller. On va parler des différentes douleurs des hommes lors des rapports sexuels, ou pas d'ailleurs. Hein. Quand je dis ça, ça peut être aussi des douleurs au niveau des organes génitaux. Donc si vous avez des douleurs, c'est pas normal. Hein. Je crois que l'on ne le dira jamais assez. Le corps, quand il souffre, il nous envoie un message, et que plus vite on en prend en compte, mieux c'est, parce que souvent ça passe pas tout seul. Donc on en parlera demain avec Eric Haller. Merci beaucoup Hélène Vecchiali. Juste un petit mot pour finir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas pu témoigner, mais bien, ne restez pas seuls. Les pervers narcissiques vous isolent, et vous, allez voir un médecin, allez voir un psy. Mais vraiment, ne restez pas seul. Si vous avez le moindre doute, vraiment, allez consulter, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Ne restez pas seul.